Thanks for joining us today for an introduction to the heart score. My name is Will Niven, and with me today I have Barbara Backus, the original developer of the heart score. Barbara, why do we need chest pain risk stratification tools at all? I think the best way to illustrate this is if we would imagine ourselves in an emergency department that sees around 100,000 patients a year. Approximately 6,000 of these patients will present with chest pain, but only 1,000 of them will actually be experiencing an acute coronary syndrome. So for the remainder of the patients, we need a method of differentiating those patients that are low risk from those that are intermediate or high risk for cardiac chest pain. So what's wrong with good old-fashioned clinical judgment or Gestalt? In a study by Rick Body and colleagues, they showed that when an emergency physician considers a patient's chest pain as unlikely to be ischemic, then there's still up to a 9% chance that the final diagnosis will turn out to be ACS. So the original studies that you conducted and subsequent validations used the endpoint of major adverse cardiac event, or MACE. What is MACE and why was it chosen? MACE is a composite endpoint that incorporates myocardial infarction, CABG, revascularization or death at 30 to 42 days after presentation. All of the worldwide validation studies of the heart score show that for patients with a heart score of 0 to 3, the risk of MACE is approximately 2%. For a heart score of 4 to 6, the risk rises up to 20%, and patients with a heart score above 7 have an average risk of 50%. Thank you, Barbara. I think it's worth stressing that the score was developed and validated in the undifferentiated chest pain patients that present to the ED. That's totally true, Will. And I think that one of the most exciting aspects of the heart score is the fact that it's so easy to calculate, easy to remember, and you do not need a computer to calculate. So why don't we show the audience how to calculate a heart score? Je vais vous présenter comment on calcule le score heart. L'élément histoire de la maladie du score heart est le plus subjectif et nécessite donc une évaluation minutieuse avant de décider de le coter 0, 1 ou 2. Lorsque le patient décrit une douleur thoracique typique du côté gauche, une oppression ou un étau, ou une forte douleur à la poitrine qui irradie au bras, gauche ou droit, aux épaules ou à la mâchoire, et enfin si cette douleur à la poitrine est associée à des vomissements ou à une transpiration, l'histoire est très évocatrice d'une ischémie myocardique et devrait nous pousser à marquer 2 points. Si le patient fait état de douleur à l'effort, à la marche, dans les escaliers ou suite à de fortes émotions, cela suggère également une ischémie myocardique. Alternativement, si les antécédents du patient contiennent essentiellement des éléments aspécifiques, tels qu'une douleur thoracique du côté droit, reproduite à la palpation ou se majorant à l'inspiration profonde, l'item histoire de la maladie sera alors coté 0. La durée des symptômes est importante. Une douleur thoracique ischémique n'est pas susceptible de durer quelques secondes ou moins de quelques minutes. Les autres composants, moins spécifiques, comprennent les nausées, l'essoufflement et les douleurs qui n'irradient pas. Lorsque l'histoire contient à la fois des éléments spécifiques et aspécifiques, il conviendra alors de la noter 1 point. Pour la notation d'électrocardiogramme, 2 points sont indiqués en cas de modification du segment AST qui est soit une élévation, soit une dépression supérieure à 2 mm dans au moins 2 dérivations contiguës, ou une nouvelle inversion de l'onde T. 1 point sera donné lorsque l'électrocardiogramme présente des perturbations de la repolarisation aspécifiques ou anciennes, telles qu'une inversion non contiguë de l'onde T, un bloc de branche gauche ou un rythme stimulé. Enfin, on donnera 0 lorsque l'électrocardiogramme est normal. Pour l'item âge, on distinguera les patients de moins de 45 ans, de 45 à 65 ans ou de plus de 65 ans. La cotation des facteurs de risque est basée sur la présence des facteurs de risque d'athérosclérose, à savoir l'hypertension, l'hypercholestérolémie, les antécédents familiaux, le diabète, le tabagisme ou encore l'obésité. Lorsque le patient a 3 facteurs de risque ou plus, ou s'il a des antécédents avérés de coronaropathie, de maladie vasculaire périphérique ou d'accident vasculaire cérébral, on attribuera 2 points. 1 point sera donné lorsque le patient a 1 ou 2 facteurs de risque et 0 point si aucun facteur de risque connu n'est retrouvé. La mesure de la troponine dans le score heart correspond à la première troponine mesurée à l'arrivée du patient aux urgences.
Les études HART ont été réalisées avant l'arrivée des troponines ultrasensibles, donc pour l'instant on utilise les troponines classiques. 2 points seront attribués lorsque le niveau de troponine est supérieur à 3 fois la valeur de référence. 1 point lorsque la troponine est comprise entre 1 et 3 fois la valeur de référence. Et enfin, on attribuera un score nul lorsque la troponine est inférieure à la valeur de référence. Bien que cette stratégie se soit avérée sûre et efficace, la voie HART avec 2 troponines séquentielles et l'arrivée de nouveaux tests de troponines ultrasensibles modifie notre façon d'utiliser et d'appliquer le score HART, mais nous en discuterons plus loin dans cette vidéo. Alors maintenant que vous savez comment calculer un score HART, pourquoi ne pas vous montrer comment cela pourrait fonctionner en pratique? Bonjour, je m'appelle Will, je suis votre médecin. Bonjour, monsieur le docteur. Merci. On m'a dit que vous avez eu mal dans la poitrine. Oui, ce matin, il y a environ 4 heures maintenant, j'ai eu une sensation de pression sur ma poitrine. Est-ce que là vous avez encore mal au moment où on parle? Non, non, ça s'est arrêté après quelques minutes. La douleur de tout à l'heure, elle est apparue, comment vous faisiez quoi quand vous avez eu cette douleur? J'étais au repos, en fait. Je Rien de faisais particulier. rien de spécial, non. Bon. Et si vous deviez décrire la douleur, elle était comment? Vraiment comme une pression. Comme une pression sur la poitrine. Oui, Et est-ce qu'elle irradiait? Est-ce qu'elle allait quelque part, cette douleur? oui, ça a commencé sur la poitrine, mais puis un peu à l'épaule et le dos. Avec quelques irradiations dans le dos. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres signes qui venaient avec? Des nausées, des sueurs? Pas de sueur, mais un peu de nausée. J'ai pas vomi, mais j'ai eu le sentiment. Quelques nausées qui allaient avec? Oui. Bon. Dites-moi, vous avez quel âge? 47 ans. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? De l'hypertension. Vous prenez des médicaments pour ça ou juste on Oui, surveille? je prends des médicaments du Rami. Du Ramipril. Oui, c'est ça. Pas d'autres médicaments? Non, Pas de problème de diabète, de cholestérol? pas que je sais, non. Bon. Est-ce que vous fumez? Plus. Je suis arrêté il y a quelques années maintenant. C'est très bien ça, bravo. Merci. Je vais arrêter de vous embêter. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres problèmes? Des problèmes cardiaques par exemple, chez vos proches? Oui, mon père a eu une crise cardiaque. Il avait quel âge? 60 environ. Bon. Ce qu'on va faire, je vais aller étudier tranquillement votre électrocardiogramme. On vous a fait une série de prises de sang. Je vais récupérer ces résultats aussi, puis je reviendrai vous voir avec tout. Et puis, je vous expliquerai ce qu'on va faire. Ok. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. Bah, à tout à l'heure alors. Merci, monsieur le docteur. Au revoir. Eh bien, c'était intéressant, parce que cette histoire ne ressemblait pas à l'angine de poitrine classique. Mais il y a certainement des éléments qui suggèrent une ischémie cardiaque. Alors je marquerai cette histoire de la maladie, je la coterai 1. Maintenant, examinons l'électrocardiogramme. Ce qu'on peut voir, c'est une inversion non spécifique de l'onde T entre V3 et V6, qui donnerait également un 1. Si nous avions un ancien électrocardiogramme qui montrait que cette inversion était récente, nous le marquerions ici comme 2, car cela représenterait une nouvelle ischémie. Monsieur Gérard a 54 ans. Il obtiendrait donc un 1 pour cela, et en termes de facteurs de risque, il a un père qui a eu un infarctus du myocarde dans la cinquantaine, et lui-même souffre d'hypertension. Il a effectivement fumé, mais il a cessé de fumer il y a plus de 90 jours. Nous ne considérerons donc pas cela comme un facteur de risque. Cela nous fait 2 facteurs de risque et donnerait un score de 1. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est d'ajouter la troponine ultrasensible. Dans cet hôpital, nous utilisons une troponine ultrasensible dont les valeurs limites dépendent du sexe. 34 nanogrammes par litre chez l'homme et 15 nanogrammes par litre chez la femme. Dans le cas de M. Gérard, cette troponine est à 27, soit inférieure au seuil de positivité, et donc dans l'interprétation traditionnelle du score HART, on obtiendrait un 0. Cela nous donne un score total de 4. On classera M. Gérard dans une catégorie de risque intermédiaire. La question que vous pourrez vous poser est donc la suivante. Quelles sont les prochaines étapes dans la gestion d'un patient tel que celui-ci? Monsieur Gérard, j'ai récupéré vos résultats.
Pour l'instant, tout est négatif. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est de refaire une prise de sang, une des prises de sang qu'on vous a faites tout à l'heure. Si elle est positive, donc si la troponine est positive, c'est le marqueur, dans ce cas-là, je vous proposerai de rester à l'hôpital. Si tout est négatif, je vous laisse rentrer à la maison et on fera la suite en vous faisant revenir dans les jours qui viennent pour le reste des explorations. Ok. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter maintenant? Non, pour le moment, aucune raison de s'inquiéter. Déjà parce que les résultats, pour le moment, sont négatifs, et accessoirement parce que vous êtes au bon endroit. S'il se passe quoi que ce soit, s'il faut qu'on vous traite, vous êtes déjà dans le bon hôpital. On a les capacités ici de s'occuper de vous complètement et totalement. Donc non, pas de raison de s'inquiéter. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, merci monsieur le docteur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je pense que c'est le moment opportun pour vous parler de certains développements dans la science de la troponine qui auront un impact sur la prise en charge, le diagnostic et même le traitement de ce type de patient. So Barbara, as we've just heard, the original heart studies were done with conventional troponin and based on the first troponin performed in the ED, irrespective of time of onset. And this identified approximately 30% of patients who had a heart score of 3 or less with a MACE risk of around 2%. But I recently read an article by Martin Than and colleagues saying that a lot of ED physicians still don't feel comfortable with discharging patients that have that kind of short-term MACE risk. How would you respond to this? I think it's important to clarify that the events in the heart validation studies were not missed MACEs, since this MACE rate also incorporated non-cardiac death and elective PCIs. So the actual risk of ischemic chest pain-related MACE is probably significantly lower. That's really interesting, but in the spirit of seeing whether we could reduce the risk further, I've read the article by Simon Mahler, who's developed the heart pathway, which relies on observation and repeat troponin testing. Can you tell us a little bit about this? Simon Mahler developed a randomized controlled trial that compared usual care to the heart score with a repeat conventional troponin 3 hours later. This pathway reduced the 30-day MACE rate in the low heart category to 0.6%. So significantly lower. The heart pathway therefore looks pretty promising to me, but as I understand it, this strategy demands a longer observation period and 2 troponin tests in most patients with chest pain. Do you think that's reasonable? I think this is really a question of risk tolerance per institution or country. But I think that if a short period of observation and repeat troponin testing prevents subsequent admission and unnecessary testing, then this is a good thing. I would also like to say that the American College of Emergency Physicians have recommended that in cases where the risk of 4-week MACE is below 2%, the dangers of over-investigation actually outweigh the risk of missed cardiac events. I think that's a really important point to stress to our viewers. But I was also wondering, with the arrival of high-sensitivity troponin, whether this has been a game changer and how would we incorporate this into the heart score? I think that the main development in the most recent studies on troponin is that we are no longer interested in just the 99th percentile cutoff for the high-sensitivity assays, but also what is referred to as the limit of detection, the level below which it becomes difficult to quantify the troponin. Because the new high-sensitivity troponin tests are so sensitive, this means that when a patient comes in with chest pain and has an initial troponin below the limit of detection, this in itself is an extremely good negative predictor of MACE. To summarize here, if the heart score is low and the high sensitivity troponin is below the limit of detection, then I think the discharge home with appropriate safety netting advice is probably completely sufficient. If, on the other hand, the heart score is high, that is 7 or more, the troponin value is above the 99th percentile, then they require admission and further workup. Unfortunately, patients don't always fall into those nice, neat categories because the pain could have been very recent onset, it could be ongoing, or might have returned since the original episode. As we all know, as emergency physicians, sometimes the history can be completely unreliable. So what do you think the options are over here to the clinician? I think this is where repeat troponin testing at 3 to 6 hours becomes important, because it allows us the time
not only to pick up changes in the troponin, but also to revisit the history and look at serial EKGs. There's also been quite a bit of discussion around looking at delta troponin and whether we should be looking at an absolute or relative increase or decrease in the repeat troponins to decide whether someone's having an ACS. Also, there's that other kind of issue of what happens when the troponin is approaching the 99th percentile. What are your thoughts on this? There's no clear consensus on how to interpret the delta troponin, but we will address some of the considerations in supplemental notes to this video. I think that if there is a significant change in the high sensitivity troponin value that is approaching the 99th percentile, then you should err on the side of caution and consider doing an additional troponin. So I think the other important thing to communicate here is that whilst protocols that incorporate the high sensitivity assays are giving us some really useful data to help guide decision making, we shouldn't neglect the importance of triangulating this data with the clinical picture and the supplemental or serial ECGs that we perform. And as with everything in medicine, Will, there are few absolutes. Let's not forget the importance of communicating your assessment of the risk to the patient in front of you in a manner that respects who they are and what their context is. This is known as shared decision making and has been well studied by Eric Hess. Health systems differ nationally and locally in terms of the way that they are configured to manage patients with chest pain, but the principle of shared decision-making is universal, and wherever possible we should be focused on empowering the patient to make informed choices about their care. Thank you, Will. I hope that we've given you a good overview of the heart score, how you calculate it, and how you can use it in your own institution with different sets and different protocols of troponin. Thank you so much for watching our video today, and good luck.